Bonsoir chers téléspectateurs. Annonce forte cette semaine, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont compères libérés. Mais quelques heures seulement après, la chambre d'appel de la CPI suspend leur remise en liberté. Acquittement ou non de Laurent Gbagbo et son compère, c'est le principal sujet que nous allons aborder ce soir sur Club Média 7. Invité, Héribert Label Adjovi, journaliste freelance, consultant, spécialiste de politique internationale. Bonsoir. Bonsoir, Mesme Adisso. Voilà, avec vous sur ce plateau, un autre spécialiste de politique internationale, James William Baguidi, journaliste à la télévision nationale. Bonsoir James. Bonsoir Mesme et bonsoir à tous. Oui, voilà. Nous allons démarrer donc cette émission avec la revue de presse. La revue Amis de Club Média 7, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, on démarre ce soir par l'actualité internationale avec la suspension de la décision de mise en liberté de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé, acquitté par la chambre de première instance. L'événement précis annonçait déjà Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés par la CPI. Selon le journal, la Cour pénale internationale a décidé le mardi 15 janvier de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales de 2010 et 2011. Déjà, Fraternité voit que l'acquittement de Laurent Gbagbo rebat les cartes politiques. Mais alors que les juges ordonnaient la remise en liberté immédiate des deux accusés, elle a été suspendue par la demande du procureur. La dépêche écrit « Le procureur fait appel » et explique que la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a statué sur une requête formulée par le bureau du procureur demandant la suspension de la libération immédiate suite à l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé. Résultat, les deux anciens co-accusés ivoiriens restent pour le moment en détention. De la CPI allant en RDC, République démocratique du Congo, le matinal titre « Élection présidentielle en RDC ». Félix Tshisekedi, nouvel espoir pour l'Afrique. Selon le journal, sauf surprise de dernière minute, l'opposant politique Félix Tshisekedi sera investi le 22 janvier prochain président de la République démocratique du Congo. L'élection de cet homme présenté comme la première transition démocratique depuis l'indépendance de ce pays en 1960 ouvre à n'en point douter une nouvelle ère d'espoir, non seulement pour ce pays mais également pour toute l'Afrique entière. D'une élection à une autre et cette fois-ci au plan national avec la préparation des législatives. Le quotidien de service public La Nation affiche en manchette « Organisation des élections législatives d'avril 2019, la liste électorale remise à la Sénat ». Le journal explique « La Commission électorale nationale autonome est en possession de la liste électorale qui lui servira de support pour l'organisation des élections législatives d'avril prochain ». L'Indépendant ajoute « La liste électorale transmise à la Sénat et précise que près de 5 millions de Béninois sont appelés aux urnes. La même information est à lire à la une de Le Matinal. Transmission de la liste électorale à la Sénat par le COS-LEPI. 5 millions de Béninois attendus aux urnes. Selon ce quotidien, avec cette liste, les inquiétudes des uns et des autres seront désormais dissipées quant à l'organisation des prochaines élections électorales au Bénin. Mieux, la mise à disposition du fichier permettra de finaliser le calendrier électoral de la Sénat et sa publication dès la semaine prochaine. On reste sur le front politique avec les tractations de l'opposition pour une liste unique aux législatives de 2019. Point Média écrit « Tractation de l'opposition en vue des législatives prochaines, liste électorale, l'option irréversible et salvatrice ». D'après ce quotidien, le paysage politique national fait sa mue en raison de nouvelles dispositions légales suite à la réforme du système partisan. Dans la perspective des prochaines élections législatives, cette dynamique nouvelle est plus qu'un impératif, notamment pour l'opposition, puisque la mouvance s'est déjà formée en deux grands blocs. L'événement précis rapporte déjà que des ténors de l'opposition se concertent. D'après le journal, la renaissance du Bénin de la famille Soglo et les forces Kori pour un Bénin émergent accordent leur violon pour affronter les législatives prochaines. Le Nokoué donne la même information en manchette. Soglo et Yahi s'engagent pour une liste unique de l'opposition. Selon ce quotidien, c'est l'une des décisions fortes prises mercredi dernier lors de la sortie des forces politiques de l'opposition.
L'événement précis poursuit, les opposants s'engagent pour une liste unique, Azanaï en solitaire. On retient qu'au moment où certaines formations politiques de l'opposition ont réaffirmé leur attachement à la constitution d'une liste unique, l'absence de candidat Azanaï à leur côté est la confirmation d'une rumeur persistante, celle qui laisse dévoiler les mésententes subites entre ce dernier et les autres leaders de l'opposition. Au regard de cette situation, Matin Libre s'interroge, l'opposition, une union de façade, le parti Restaurer l'Espoir et l'Union sociale libérale étaient les grands absents de cette rencontre de l'opposition, précise le journal. Or, l'opposition prône l'utilisation d'une liste unique pour les prochaines législatives, explique le journal, qui en déduit que les forces politiques de l'opposition semblent afficher une union qui n'en est pas une et qu'elles vendent une union de façade aux citoyens. Justement, le matinal remarque les dissensions au sein de l'opposition et titre « Azanaï dégonfle Adjavon ». À en croire le dit quotidien, les acteurs politiques de l'opposition se mangent déjà le nez avant le jour J. Le leader du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, sort son premier joker politique à l'entame de la grande campagne électorale. La première surprise est qu'il s'en prend à un partenaire politique de l'opposition, ce qui fait dire au journal qu'il y a une mésintelligence visible entre les acteurs de l'opposition. Info Plus renchérit l'opposition comme toujours dans cette tribulation et ajoute que pour l'instant, l'opposition est en rang dispersé et rien ne se dessine à l'horizon pour les législatives d'avril. Dans la même lancée, La Nation affiche « Front uni de l'opposition, ça part en vrille ». Pour l'opposition, les échanges de bons procédés tournent au drame kafkaïen, explique le journal, qui précise que certains de ces acteurs ne se limitent plus aux accusations de fauteurs de troubles et d'empêcheurs de s'unir. Devoir de mémoire à présent. 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, il y a 42 ans, le Bénin essuyait l'opération Crevette, affiche à la une le révélateur du jour. Le journal revient sur l'histoire de l'agression du 16 janvier et publie les confidences de l'assaillant principal, Feu Bob Dena. Le Potentiel publie la même information, agression du 16 janvier 1977, 42 ans déjà que le Bénin a été attaqué. En ses pages 4 et 5, le journal explique que le coup de force manqué du 16 janvier a été publié dans un ouvrage autobiographique intitulé « Corsaire de la République », une version authentique de l'agression racontée par son principal acteur, Bob Dena, auteur du dit livre. Révélations et détails inédits s'y trouvent, précise le journal. Les 4 vérités ajoutent 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, il y a 42 ans, une tentative de coup d'État au Bénin. D'après le journal, le 16 janvier, alors que la révolution marxiste prenait ses assises, un coup de force a été orchestré contre le régime Mathieu Kérékou. Un coup commandité dans le dessein de libérer le peuple béninois qui souffrait sous le joug du marxisme. Mais, conclut le journal, avec la bravoure des forces militaires et la partition des populations, la réplique a été prompte et ce, à la hauteur de l'attaque pour faire échec à l'opération. Ce sera tout pour l'actualité de cette semaine. Ulvaeus Balogun. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Alors, Élysée Héribert Labéladjovi, la CPI a ordonné la remise en liberté de Laurent Gbagbo et son compère avant de se rebiffer. Alors, acquittement surprise ou acquittement prévisible? On attendait peu ou prou la sortie de prison, la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son poulain Charles Blé-Goudé, mais avec les atermoiements de la CPI, avec plus de 14 demandes de libération provisoire qui ont été jetées à la poubelle, on ne s'attendait pas à une telle libération. Rappelez-vous, c'est en mars prochain, normalement, qu'il doit y avoir la délibération définitive par rapport à ce procès, mais en délibéré justement pour mars. Mais à la grande surprise de tout le monde, mi-décembre 2018, la CPI, du moins les 3 juges de la CPI, se sont autosaisis d'une demande antérieure pour revisiter ce dossier, donc cette affaire du procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Et donc, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Mardi, c'était un dénouement qui est resté inachevé,
puisque les 3 juges ont décidé, du moins la majorité d'entre eux, 2 contre 1, que Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé soient immédiatement libérés et donc qu'ils peuvent rentrer chez eux, si on peut s'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que depuis le début, rappelez-vous, ce dossier n'a pas été, n'a pas été étayé de preuves, parce que si mes souvenirs sont bons, en juin 2013, les 3 juges avaient déjà demandé à Fatou Bensouda, la procureure qui a remplacé Ocampo, de rechercher de preuves supplémentaires pour étayer son accusation. Et donc, Fatou Bensouda est allée du côté d'Abidjan et en juillet, elle était bien désolée de dire au juge qu'elle n'a pas d'autres preuves et donc qu'elle s'en remet au juge, à la décision des juges. Normalement, on devrait déjà surseoir à tout procès, puisque s'il n'y a pas au niveau de l'audience de confirmation de l'accusation, de confirmation voilà, de charge, alors on devrait normalement arrêter le procès, rendre une décision de non-lieu, mais non. N'oubliez pas, en 2013, on était seulement à 2 ans de pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo à Abidjan, ça poserait problème. Donc, il y a eu procès à partir de fin précisément le 27 janvier 2016. Et donc, vous connaissez la suite. Merci à vous. Est-ce le même avis chez vous? Surprise, même si c'était prévisible? Pour ma part, je n'ai pas été très surpris de la décision prise par la Cour pénale internationale dans la mesure où plusieurs demandes de libération étaient introduites devant la Cour. Déjà, le plaidoyer de la défense allait dans ce sens-là, donc de la fin de la procédure et donc de l'élargissement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, son co-accusé. Et il y avait également une autre demande des avocats, c'est au cas où la libération immédiate n'allait pas intervenir dans la procédure qui a abouti il y a quelques jours, c'est que les avocats avaient déjà introduit également une demande de libération provisoire. Mais il faut se souvenir également qu'il y a quelques mois, des révélations de Mediapart notamment ont fait état de ce que la procédure a été biaisée dès le départ. C'est-à-dire que le maintien en détention de Laurent Gbagbo, son transfert vers la Cour pénale internationale, tout cela s'est fait dans l'illégalité. Et la Cour pénale internationale, notamment le bureau du procureur, a été complice donc d'un maintien illégal en détention et d'un transfert tout aussi illégal. Et déjà, ne serait-ce que sur ce point-là, pour ce vice de procédure, tout ce qui avait été fait pouvait être annulé par la Cour et donc Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé mis en liberté. Même si à ce niveau-là, on aurait dû tout reprendre la procédure et recommencer le jugement en respectant cette fois-ci les directives qui auraient dû être respectées. Mais il y avait également le fait, ce que Héribert Label a exposé, c'est que quand il s'est agi de l'audience de confirmation des charges, Mme Fatou Bensouda, qui donc, est la procureure de la Cour pénale internationale, n'a pas été vraiment en mesure de confirmer toutes les charges. Et en plus, certains des témoins, et beaucoup de témoins qu'elle a cités, à charge contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, beaucoup de témoins se sont rétractés. Certains ont dit avoir été conduits là sous la contrainte notamment, et des indices pouvaient laisser attendre une libération de Laurent Gbagbo dans la mesure où quelques mois plus tôt, en août 2018, si je ne m'abuse, un autre accusé de l'envergure presque de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, a connu lui aussi une libération, alors que ce qu'on lui reproche est sensiblement semblable à ce qu'on reproche à Laurent Gbagbo, c'est-à-dire l'intervention de ses forces militaires en Centrafrique avec des centaines d'exactions, des centaines de personnes qui ont été victimes des actions commises par les forces de ce dirigeant. Et donc, dans cette circonstance-là, où la procédure a été violée, où les preuves à charge n'étaient pas suffisantes, selon les mots même de la procureure qui a dit qu'elle n'a pas pu obtenir plus d'éléments parce que l'État ivoirien, à un moment donné, aurait arrêté de coopérer avec le bureau du procureur, il était attendu, de mon point de vue, que Laurent Gbagbo puisse
d'un moment à un autre être libérés. Oui. Eriuel Laveladjovi, la vérité aujourd'hui est que les deux protagonistes ne sont pas effectivement en liberté, à savoir que 3 jours après, cette remise en liberté, la CPI s'est rebiffée suite à l'appel de la chambre d'appel. Alors, comment expliquer cette situation exceptionnelle? Oui, d'abord, si je peux me résumer par rapport à pourquoi les 3 juges ont décidé de la libération immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, je dirais premièrement que c'est pour la crédibilité de la CPI elle-même, puisque s'il n'y a pas suffisamment de preuves et vous avez gardé en détention des personnalités de ce rang, n'oubliez pas, c'est pour la première fois qu'un ancien chef d'État est jugé à la CPI. Et donc, pour la crédibilité de l'institution, d'ailleurs, que l'un des principaux contributeurs, les États-Unis de Donald Trump, estime qu'aujourd'hui, cette cour ne représente pas grand-chose et les pays africains, les chefs d'État africains demandent à se retirer purement et simplement de la CPI. Donc, première chose, la crédibilité de la CPI. Deuxième chose, en son temps, on sait très bien que Laurent Gbagbo n'était pas un ennemi de la France, mais que Nicolas Sarkozy, par rapport à ses amitiés avec Alassane Dramane Ouattara, président de la République actuellement, est allé un peu plus loin dans les choses. Et aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui, quand même, en marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, a dit non seulement qu'il faut respecter le droit international, mais aussi, dans le cadre de la réconciliation, il faut pouvoir voir comment régler les choses. Deuxième intervenant très important à Abidjan, c'est bien sûr les Nations Unies. Aujourd'hui, ce n'est plus Ban Ki-moon, c'est quand même Antonio Guterres, et il est socialiste également. Et on voit sur plusieurs dossiers que les lignes bougent. À défaut de revoir la machine des Nations Unies, il y a une volonté quand même de redonner une bonne image aux Nations Unies. Donc, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, vous savez très bien ce qui se passe à Abidjan aujourd'hui. Le départ de Laurent Gbagbo du côté de la CPI n'a pas pacifié pour autant le pays. On espère que le président Alassane Dramane Ouattara, avant la fin de son second mandat en 2020, pacifie davantage, mais les événements actuellement du côté d'Abidjan n'encouragent pas les choses. Et puis, la communauté internationale aujourd'hui estime, à tort ou à raison, que la bonne gouvernance n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, une certaine manière aussi de titiller le pouvoir d'Abidjan, c'est de libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ça pourrait peut-être amener le pouvoir actuel à Abidjan de revoir les choses. Donc, moi, je trouve que ces 3 raisons ont beaucoup milité en faveur de cette décision des 3 juges. Maintenant, pourquoi la procureure fait ce qu'elle fait? Je pense que c'est un barreau d'honneur. Et puis, James William Baguedi l'a dit, il y a beaucoup de connivence quand on lit les révélations de Mediapart. Et donc, Fatou Bensouda est bien obligée de faire ce qu'elle fait. Mais entre maintenant et mars, on attend bien d'avoir de nouvelles preuves. Et ça viendra d'où? C'est une grande question, sans oublier que le président Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il n'enverra plus de citoyens ivoiriens du côté de la CPI. Merci. James William Baguedi, comment expliquer cette situation où la CPI prononce une remise en liberté et que le procureur fait appel? Était-ce donc une remise en liberté hypothétique? Il ne faut pas percevoir cette action de la procureure, Mme Fatou Bensouda, comme étant une action inattendue. À tout le moins, il était normal que Mme Fatou Bensouda s'oppose à la libération de Laurent Gbagbo, puisque c'est elle qui a mené toutes les réquisitions contre les 2 accusés. C'est elle qui estime, portant ainsi la voix des victimes, c'est elle qui estime que les 2 accusés ont commis des crimes contre l'humanité, qu'ils sont coupables des chefs d'accusation qui ont été mis à leur charge. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle applaudisse, qu'elle dise, bon, la Cour a prononcé l'acquittement, je me range. Parce que justement, son rôle, c'est d'arriver à ce que les victimes qui ont été comptabilisées au nombre de 3000 personnes et leurs ayants droit puissent obtenir justice. Et pour elle, c'est Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les 2 qu'elle a sous sa main, ce sont ces gens-là qui sont au moins en partie responsables des crimes qui ont été commis dans le cadre de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et donc, il était normal, tout à fait normal, que Fatou Bensouda fasse cet appel. Et il ne faut pas non plus oublier que la Cour, en prononçant l'acquittement, a elle-même immédiatement
immédiatement, je dis bien, prononcer la suspension de la libération immédiate des deux accusés en attendant ce que la procureure Mme Fatou Bensouda allait décider de poser comme acte. Et donc, c'est dans cette suite logique-là que Mme Fatou Bensouda fait donc son appel. Et maintenant, c'est une nouvelle chambre, hein, c'est une nouvelle formation qui va connaître de l'appel de Mme Fatou Bensouda pour décider si oui ou non Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourraient être libérés. Déjà même, le fait de recevoir l'appel qu'elle a interjeté, c'est une autre chambre qui s'en est chargée, une chambre de 5 juges. 3 étaient en faveur de ce qu'on prenne en compte son appel et 2 étaient opposés. Il aurait juste fallu que 3 s'opposent à ce qu'on reçoive son appel et Koudou Gbagbo ainsi que Charles Blé Goudé auraient déjà probablement été libérés. Mais je dirais que c'est une chance pour elle, malchance pour Laurent Gbagbo. On a dû encore respecter la procédure et il faut se rendre compte que la procédure devant la Cour pénale internationale, elle est très complexe et il faut la respecter. Elle prend le temps qu'elle va prendre pour des gens qui sont restés en prison depuis un peu plus de 7 ans. Ils ont patienté, ils ont vécu ces moments difficiles. C'est vrai que chaque minute de plus, c'est toujours injuste à leurs yeux et aux yeux de leurs partisans. Mais je pense que pour avoir déjà passé 7 ans, on peut encore patienter quelques semaines pour être définitivement lavé. Parce que si la Cour dit aujourd'hui, en tout cas dès début février ou début mars ou fin février, que l'appel de Mme Fatou Bensouda est rejeté de façon définitive et que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont lavés de tout soupçon, c'est à leur honneur, ils pourront rentrer dans leur pays, pourront aller dans le pays de leur choix sans être contraints de se... vous entendre, c'est normal, mais que dites-vous alors à ceux qui disent que la CPI s'enlise? Bon, maintenant, la CPI, c'est une grosse machine qui, du haut de sa tour à La Haye, cherche à traiter des affaires pour lesquelles il lui faut énormément de commissions rogatoires. Il lui faut globalement la coopération des États. Mais tant que les États ne coopèrent pas, elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas atteindre les objectifs qui sont les siens. Est-ce que cette justice pénale internationale était pertinente ou non? C'est certain qu'elle était pertinente, mais il faut que les États coopèrent d'abord. On a vu le cas du président Uhuru Kenyatta. Le pays a refusé toute forme de coopération avec la Cour pénale internationale. Or, sans cette coopération-là, la Cour ne peut pas obtenir les preuves qu'elle veut contre le président de la République. Et c'est lui qui doit décider s'il coopère avec cette Cour ou non. Vous voyez, c'est donc de ces anomalies-là qui existent dans le traité de Rome qui a institué la Cour pénale internationale que procèdent donc les faiblesses que la Cour subit aujourd'hui qui aboutiront prochainement à la libération. Moi, j'en suis presque désormais sûr de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Oui. Eribe Label-Adobi, la procureure a fait appel. Gbagbo pourrait donc, par exemple, être assigné à résidence en Belgique. Pourquoi l'empêcherait-on d'aller dans son pays natal? Vous savez très bien que, et là je fais des projections, vous savez très bien qu'en fin janvier, il y a le grand congrès du RHDP du côté d'Abidjan pour le parti au pouvoir, un déplacement aujourd'hui vers Abidjan pour Laurent Koudou Gbagbo et Charles Blé Goudé, ça poserait des problèmes. En dehors de cela, n'oubliez pas, les deux accusés ont fait près de 8 ans en détention. Aujourd'hui, si on décide de les acquitter purement et simplement, qu'ils sont lavés de tout soupçon, alors ils sont en droit de demander à être indemnisés. Et aujourd'hui, la CPI n'a pas les moyens de faire face à une telle réalité, puisque avant il y avait un peu de moyens, mais chaque jour, ça s'amenuise. Donc, dans ces conditions, je crains qu'on soit bien obligé de donner une condamnation proportionnelle au temps de détention, tout en sachant très bien que si on doit dire complètement le droit, il devrait être lavé de tout soupçon. Je souhaite bien évidemment qu'on n'en arrive pas là et qu'on... parce qu'il vaut mieux, comment on appelle, libérer celui qu'on considère éventuellement comme un coupable plutôt que de condamner un innocent. Moi, je pense que dans cette histoire, tout est faussé. Dès le début, s'il y a guerre civile, s'il y a confrontation, il doit y avoir au moins 2 camps. Un seul camp se retrouve à La Haye. Moi, je pense que si je me retrouve dans un pays comme le Bénin, c'est un peu ce qui s'est passé avec quelqu'un comme Béhanzin, qu'on a dû déporter. Ce qui s'est passé avec Laurent Koudou Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'est une déportation,
pour permettre à ce que le président Alassane Dramane Ouattara puisse faire ses mandats sans être comment on peut, inquiété. Aujourd'hui, on est à 1 an de la fin du mandat du président Alassane Dramane Ouattara et puis certainement ses supporters trouvent, je veux parler des puissances occidentales, trouvent qu'aujourd'hui, Gbagbo et Blé-Goudé ont payé le prix fort et aujourd'hui, tel que les choses se passent, c'est eux qui décideront de la suite de toutes les manières, puisque les Africains ne disent rien. L'assignation de Gbagbo à résidence à Bruxelles serait une solution politique. Mais naturellement, cette histoire, depuis le début, si on veut chercher sur le plan juridique, même quand on parle des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, là encore, on ne voit qu'une partie des victimes, parce qu'il y a eu affrontement, et même du côté du clan Gbagbo, il y a des victimes. Mais ces victimes ne peuvent pas se positionner aujourd'hui comme des victimes. Ces victimes sont bien obligées de se cacher. Ça, on n'en parle pas souvent. Parce que quand on parle de 3000 victimes, quand on parle de ce qui s'est passé à Abidjan, tout le monde sait que c'est du côté des deux camps. Est-ce qu'il y a eu un camp plus victime que d'autres? Ça, comme nous ne sommes pas à Abidjan, nous ne pouvons pas en parler. Mais tout le monde sait que les victimes sont de part et d'autre. Mais les victimes aujourd'hui, c'est jusque du côté de l'ancienne opposition qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, on est en plein dans la justice des vainqueurs. Mais moi, je pense que tel que le président Alassane Dramane Ouattara a décidé de réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes, ne serait-ce que le faire avant 2020 où éventuellement il va céder le fauteuil présidentiel. Moi, je pense qu'en dehors de l'embellie économique qu'on pourrait noter du côté d'Abidjan, si le président Alassane Dramane Ouattara, qui est venu au pouvoir dans les conditions qu'on sait, pouvait le faire, ça serait bien. Oui, James William Gbagbo, vous êtes pressé de prendre la parole. Oui, quand j'entends Heribert Labelle-Adjovi, j'ai l'impression que la Cour pénale internationale ne serait que, comme l'a appelé un de ceux qui l'ont un peu pourfendu, le joker des puissants, utilisé comme bon leur semble pour tirer les ficelles politiques en Afrique. Il y a peut-être un peu de ça, mais on ne peut pas réduire toute l'action de la Cour pénale internationale à ce qu'elle agisse pour le compte des puissants, elle agisse pour le compte de Alassane Dramane Ouattara, elle agisse pour le compte de Nicolas Sarkozy ou autre. Il faut un peu observer que les juges auraient pu. Les juges n'ignorent pas qu'il y aurait une indemnisation possible en cas d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Et pourtant, ils ont prononcé l'acquittement, ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils doivent avoir. Mais en laissant du travail la suite à la procureure, ils savent très bien le travail, ce n'est pas le travail de la procureure, le travail, c'est le travail d'une autre chambre. C'est le travail de la chambre d'appel désormais, puisque la chambre de première instance a dit qu'ils sont acquittés. La chambre de première instance aurait pu, elle aussi, décider de les condamner à 8 ans de prison ou bien à 7 ans de prison, comme ce que vous avez laissé entendre comme une condamnation compensatoire, de manière à ce qu'on n'ait pas de dommages intérêts à leur verser. Non, je ne pense pas que la Cour pénale internationale fonctionne de cette manière-là. Il y a des problèmes, certes, dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale, mais on ne peut pas la réduire à un instrument politique qui serait utilisé jusqu'à ce point par ceux qui décident de la marche du monde. Oui, la prochaine audience est projetée pour le 1er février. Quelles issues possibles? Mais je pense que, personnellement, tout dépendra de ce que décideront ceux qui ont mis en prison Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé. Je vais être clair. Aujourd'hui, c'est vrai que du côté de Paris, du côté de New York, les lignes ont bougé, ce n'est plus les mêmes personnalités. Emmanuel Macron veut bien redonner une autre couleur à la France en Afrique. Les Nations Unies, qui constituent presque aujourd'hui un machin, je ne sais pas moi qui l'ai dit, c'est depuis Charles de Gaulle, et donc ce qui s'enfonce davantage avec le secrétaire général des Nations Unies actuel, Antonio Guterres, on sent bien quand même une volonté de redonner une autre image, une image qui permet de savoir qu'au fond, les Nations Unies sont là pour la paix et la sécurité internationale. Et donc, dans ce sens, personnellement, je sais que très bientôt, fin février, début mars, au plus tard, Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé seront libérés. Mais qu'est-ce qui sera décidé? Je pense que ce n'est pas ici, c'est au niveau de Paris, de New York, de Washington. Ah oui, pourtant, on peut faire des projections, oui. Oui, je pense, pour ma part, comme
que s'il fallait attendre la décision de ceux qui ont mis en prison Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la décision est prise et ce n'est pas pour rien que la Chambre de première instance a décidé de leur acquittement. Et donc, s'il faut projeter quelque chose pour bientôt, moi je me fonde plutôt sur la procédure, les réquisitions du procureur. Jusque-là, le procureur n'a pas réussi à prouver, ni Mme Fatou Bensouda qui a succédé ni donc, au Campo, Luis Moreno, qu'il y a suffisamment de preuves pour condamner à une peine de prison pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, les accusés Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Et dans ces circonstances-là, puisqu'elle n'a pas réussi à le prouver en 7 ans de procédure, 7 ans et demi de procédure, je ne suis pas sûr que c'est en 2 semaines, après l'avoir couru dans tous les sens pour réunir de nouvelles preuves, parce qu'il faudra de nouvelles preuves pour que la décision d'acquittement soit annulée. Et il me semble que ce n'est pas vraiment raisonnable. Il pourrait y avoir maintenant une influence des acteurs politiques, celle qui peut aboutir à ce qu'après la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, que Laurent Gbagbo ne rentre pas directement en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut se souvenir qu'il est sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire pour la casse des banques, non seulement de la BCEAO, mais d'autres banques en 2011, début 2011. Et donc, 20 ans de prison l'attendent là-bas s'il rentre sans prendre de précautions. Et donc, pour ma part, probablement il sera libéré. Et l'hypothèse de la résidence en Belgique, non pas surveillée, mais résidence libre en Belgique, est une hypothèse à prendre en compte. Oui, et probablement il sera libéré, vous l'avez dit. Mais au cas où Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo seraient libérés, qu'est-ce que cela pourrait réserver à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voyez en termes d'avenir? Serait-ce heureux pour la Côte d'Ivoire ou prémonitoire de perturbations pour le pays? De toutes les manières, aujourd'hui, même s'ils sont du côté de la haie, on sait très bien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont jamais été absents à Abidjan, puisque on sait très bien aujourd'hui que si Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, qu'il y aura une réconciliation entre les deux ailes du FPI et que de l'autre côté, que ce soit l'ancien président Henri Konan Bédié, que ce soit l'actuel président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, il y a des concertations pour qu'il y ait un bloc face au RHDP, pas forcé apparemment, et donc non, je pense que les cartes seront redistribuées et dans tout ça, tout ce qui se passe à La Haye n'a pas un autre mot. Vous m'excusez l'expression, c'est le chaos contrôlé de la part des grandes puissances pour que, quel que soit ce qui va se passer, que l'on ait toujours pillon sur rue pour avoir accès aux ressources minières de la Côte d'Ivoire, aux richesses de ce pays. Ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça jusqu'à ce que l'Afrique ne s'unisse. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé libéré, serait-ce heureux pour la Côte d'Ivoire ou prémonitoire de perturbation? Pour ma part, ce serait heureux. Ce serait heureux pour la Côte d'Ivoire parce qu'on est dans un processus, et le président Ouattara lui-même l'a lancé depuis quelques mois, je dirais même quelques années maintenant, de réconciliation nationale, et les décisions d'amnistie qu'il a eu à prendre, notamment concernant l'épouse de l'ex-chef d'État, Simone Gbagbo, vont dans ce sens-là. Et donc, en cas de libération, et d'ailleurs, les partisans de Laurent Gbagbo également, dès l'annonce de l'acquittement de leur leader, n'ont pas tenu de discours revanchard. Madame Simone Gbagbo n'a pas tenu de discours revanchard, etc. Ce peut être une stratégie, mais on entend quand même une volonté de réconciliation. On se rend bien à l'évidence que la crise a opposé plusieurs acteurs, notamment deux grands camps. Et ces deux grands camps, un seul camp a été porté devant la justice, que ce soit la justice ivoirienne ou que ce soit la justice internationale. Et désormais, au niveau de la justice ivoirienne, il y a une réconciliation qui a été lancée, amnistie, etc. La justice internationale également entre dans le jeu et libère Laurent Gbagbo. Je pense que c'est dans le sens de cet apaisement. Maintenant, cet apaisement n'exclut pas le fait que les acteurs politiques que sont Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'impliquent de nouveau dans le jeu politique ivoirien et qu'ils modifient les cartes qui ont été redistribuées récemment avec, bien sûr, le divorce entre le PDCI de Henri Konan Bédié et le RDR de Alassane Dramane Ouattara à l'occasion de la création du RHDP. Et donc, il y a ce
cette possibilité que de retour dans son pays, Laurent Gbagbo veuille se relancer dans le jeu politique, voire même être candidat pour les prochaines élections présidentielles de 2020, ce qui pourrait amener à un nouvel affrontement entre les trois mastodontes de 2010, c'est-à-dire lui-même Laurent Gbagbo, le président Ouattara, qui pourrait éventuellement dans ce cas-là décider de ne plus laisser... Laurent Gbagbo, candidat, y voyez-vous un apaisement pour la Côte d'Ivoire? On se retrouverait malheureusement dans une situation semblable à celle de 2010. C'est l'un des risques les plus importants pour le pays parce que ça engendrerait presque inévitablement la candidature de Alassane Dramane Ouattara et celle également possible de Henri Konan Bédié. Acquittement éventuel de Gbagbo, quelles conséquences pour la Côte d'Ivoire? La conséquence, c'est que les cartes seront redistribuées. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est ultra populaire. Laurent Gbagbo est très populaire également sur le continent africain et à travers le monde. On a fait de lui un héros aujourd'hui avec la situation qu'il vit. Tout le monde sait que s'il retourne en Côte d'Ivoire, ça va être chaud. Et pour beaucoup d'Ivoiriens, cela consacre l'impunité. Cela consacrerait-il l'impunité ou serait-ce la preuve que Gbagbo n'est responsable de rien? Il n'est pas responsable des crimes commis en Côte d'Ivoire, les 3000 morts. Non, moi je pense que le fait qu'il ne soit éventuellement pas coupable ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable puisqu'il était chef d'État pendant que les événements ont eu lieu. Et personnellement, je pense qu'en tant que chef d'État, s'il y a une situation, il doit y faire face. Maintenant, s'il y a des morts, on doit situer les responsabilités. Je pense que, comme l'a dit l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, en 7 ans, près de 8 ans, si même il était responsable de quelque chose, je pense qu'il a suffisamment purgé sa peine et qu'aujourd'hui, c'est important que les Africains, les Ivoiriens fument le calumet de la paix. Et ça, je l'ai entendu en coulisses de la part même de ceux qui nous donnent des leçons, qu'il faudrait que l'Afrique qui est en train de se construire, les démocraties nouvelles, qu'il y ait, des fois on dit, c'est le français qui nous dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et aujourd'hui, il va falloir que les Africains, les Ivoiriens précisément, s'entendent qu'ils essayent de fumer le calumet de la paix parce que de part et d'autre, il y a eu des exactions. Si on va dire qui a tué celui-ci, ainsi de suite, on ne s'en sortirait pas. Les autres ont construit leur nation. Sur cette base-là, nous-mêmes, nous devons faire cet effort. James Lambagidi, lorsqu'on évoque l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, certains se posent bien des questions. On se demande si cet acquittement ne rimerait pas avec l'impunité. Certains se demandent si cela n'est pas la preuve qu'il n'est pas responsable des crimes post-électoraux. D'autres vont jusqu'à analyser ça autrement. On se demande si, on se dit que cet acquittement, c'est la preuve que, en fait, c'est une victoire de la justice. D'autres parlent même de la victoire de la justice de la CPI. Alors, quelle réflexion cela vous inspire, l'acquittement éventuel? Ce qui est certain, avec une libération définitive de Laurent Gbagbo, on se retrouverait dans une situation identique à celle de 2011, début 2011, où on comptabilise 3000 morts, mais on n'a pas réussi à déterminer qui est coupable de ces atrocités, de ces crimes-là. Mais il y a également le fait que parfois, et ce n'est même pas parfois, très souvent, il faut faire le choix entre une justice, surtout dans les circonstances qui sont celles de la Côte d'Ivoire, et une réconciliation. Le fait de se réconcilier, de libérer Laurent Gbagbo afin qu'il rentre au pays, n'exclut pas que l'on puisse indemniser ceux qui ont été victimes. Ce n'est pas une charge qui revient à la Cour pénale internationale, c'est une charge qui revient à l'État de Côte d'Ivoire, c'est une charge qui revient aux acteurs politiques qui étaient aux affaires ou dans cette opposition armée à cette époque-là. Il y a un besoin profond de reconnaissance de leurs responsabilités. Et c'est à ce niveau-là que les Ivoiriens qui ont perdu des parents pourront enfin faire le deuil. Parce qu'avec l'acquittement de Laurent Gbagbo, vous savez, dans cette crise qui a fait 3000 morts, on compte environ plus de 1000 victimes dans le camp de Laurent Gbagbo. Et la plupart, dans le camp de Alassane Ouattara, la plupart des victimes sont comptées
la majeure partie des victimes sont comptées dans le camp de Laurent Gbagbo. C'est vrai que ceux qui se sont portés vers la justice internationale pour se porter partie civile sont du camp de Alassane Dramane Ouattara, mais il y a également les autres. Et le massacre de Douékou dont on entend parler, qu'est-ce qu'on en a fait? On n'en a rien fait. On n'a pas cherché à déterminer la responsabilité de ceux qu'on appelait les COMZONE, les commandants de zone, qui conduisaient l'armée, les forces rebelles contre le régime de Laurent Gbagbo. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où on peut essayer d'accepter tous ensemble en Côte d'Ivoire de revoir Laurent Gbagbo rentrer chez lui, de le revoir dans le jeu politique éventuellement, mais mener d'autres démarches pour une indemnisation des victimes, pour la prise en compte de leurs intérêts et pour justement un pas de plus vers cette fameuse réconciliation dont la Côte d'Ivoire a effectivement beaucoup besoin. Oui, Jean-Pierre Bemba, James Guillaume Bagdi avait parlé de lui tout tantôt, et tantôt James avait parlé de lui. Il se dit ravi de cet acquittement. Qu'est-ce que cela vous inspire, lui? Donc, vous connaissez l'histoire. Oui, mais bien sûr, à la différence du cas des accusés d'Abidjan, on sait très bien que même si Jean-Pierre Bemba lui-même n'était pas du côté de la Centrafrique, que ses forces sont intervenues là-bas. De toutes les manières, je ne veux pas porter de jugement particulier. Un acquittement de Laurent Gbagbo, c'est une bonne affaire. Et puis, ce qui pourrait surprendre tout le monde, et ça, ce cadeau pourrait être donné à l'Afrique. La CPI peut décider d'une résidence pas surveillée du côté de Bruxelles pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et à Abidjan, le président Alassane Dramane Ouattara peut dire qu'il demande à ce que son frère rentre au pays. Ça aussi, ce serait possible que le président Alassane Dramane Ouattara dise non, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont ivoiriens. Nous sommes dans un processus de réconciliation. Moi, je l'ai dit, de rentrer au pays. Ensemble, nous allons reconstruire la nation. Donc, cet aspect aussi, c'est possible. Que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sortent de prison aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui réclame cela, et même toute l'humanité, tous ceux qui veulent qu'il y ait un monde de paix, parce que vous savez très bien qu'il n'y a jamais, lorsqu'il y a une dispute, il y a toujours des coups qu'on se donne. Finalement, si vous voulez réellement arriver à la réconciliation, surtout pour des pays naissants, même si nous venons de faire 50 ans, plus de 50 ans d'indépendance, nous sommes encore en train de nous construire. Et nous sommes en train de rechercher nos repères, puisque les repères que nous avons aujourd'hui, notre architecture politico-administrative, c'est ce que nous avons hérité de la période coloniale. Ça fait partie de notre histoire. Donc, personnellement, du côté d'Abidjan, ce coup de génie serait que même si la CPI décide que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent du côté de Bruxelles, selon les arrangements qu'il y a entre la CPI et ce pays-là, que le président Alassane Dramane Ouattara décide de faire entrer ses frères. Oui, et Jean-Pierre Bemba lui-même condamné à quitter par la CPI, ne voyez-vous pas qu'il soit en train de s'identifier au président Gbagbo? Oui, bien sûr. Jean-Pierre Bemba a toujours dénié à la Cour pénale internationale le droit de le juger. Il a été acquitté après un long procès. Il a passé beaucoup de temps en prison. Il est sorti presque opportunément un peu avant les élections dans son propre pays. Laurent Gbagbo sort quelques mois avant, je vais dire, le lancement de la grande effervescence de politique en Côte d'Ivoire. Et il y voit, lui, certainement, Jean-Pierre Bemba, il y voit certainement certaines similitudes. Et puis, il estime sans doute que la justice, cette justice pénale internationale, n'a pas vocation, n'a pas le droit de juger les Africains, et que leur pays devrait pouvoir connaître des problèmes, des crimes qu'on leur reproche. Jean-Pierre Bemba, il triomphe encore. Il triomphe, c'est comme une deuxième libération pour lui. Lui dont la libération a été contestée, critiquée par une partie des victimes et par une partie de ce qu'on appelle les droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme. Il estime que la Cour pénale internationale, à travers cet acte de l'acquittement de Laurent Gbagbo, prouve à suffisance, si besoin en était encore, qu'elle a quand même une certaine once d'indépendance vis-à-vis de ceux qui, comme disait Héribert Labelle-Adjevi, ont décidé d'y envoyer ceux qui y sont aujourd'hui jugés. Oui, on va dire un mot sur le Congo. Hier, dans la soirée, lors d'une audience, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Étienne Félix Tshisekedi. Votre réaction? Mais je pense que
ça conforte personnellement ce que j'ai toujours vu dans cette affaire. Vous savez, je ne suis pas partisan de Félix Tshisekedi, je ne suis pas également partisan de Martin Fayulu, qui apparemment est quand même un homme plus ou moins intègre. Mais quand je vois ceux qui sont derrière chaque bloc, je vois Félix Tshisekedi qui va gérer la RDC, 7 fois plus grande que la France et autres. Et donc, il a besoin, même si ça fait mal, Joseph Kabila et son parti, c'est un parti congolais, Joseph Kabila est congolais. Aujourd'hui, de toutes les manières, il a besoin pour sécuriser le pays, ne serait-ce que dans une certaine dimension d'un partenaire. Et aujourd'hui, le fait que le parti présidentiel soit avec lui, personnellement, ça peut gêner, mais je pense que ça va l'aider à gérer le pays. Quand je vois du côté de Martin Fayulu, c'est un homme, comme je l'ai dit, plus ou moins intègre, mais il a avec lui Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, et il a avec lui aussi une certaine frange des puissances occidentales, et ces mêmes puissances qui pillent le Congo, tout le monde le sait, et d'ailleurs ça me rappelle une phrase d'un ancien Premier ministre belge qui disait que le problème du Congo et ce qui fait que le Congo aura de difficultés vraiment à avoir son indépendance, c'est que le Congo constitue un scandale minier. Et donc, dans ces conditions, je suis un peu perplexe par rapport au choix de Martin Fayulu que beaucoup demandent, parce que s'il venait, son intégrité face aux deux dinosaures qui le soutiennent, je vois ceux-là comme entre griffes des prédateurs, et puis ceux qui sont derrière, ça me dérange. Et donc, aujourd'hui, il faut laisser les institutions prévues pour donner les résultats des urnes. La CENI a donné ses résultats, la Cour constitutionnelle a confirmé hier, et ce qui me réjouit finalement, c'est que du côté, parce qu'on n'en parle pas trop, du côté des Nations Unies, le Conseil de sécurité à 2 reprises, le Conseil de sécurité des Nations Unies à 2 reprises a dit que par rapport au rapport comment on appelle, des observateurs, que ce soit de la SADC, que ce soit de l'Union africaine, que en tout cas, si on ne peut pas avoir d'élections propres, on a quand même eu des élections qui, par rapport aux inquiétudes qu'on avait, se sont plus ou moins bien passées, et qu'il faut laisser les institutions prévues à cet effet donner les résultats. Et ce qu'on a vu également en fin de semaine, il faut le dire, l'Union africaine en tant qu'institution, et ça le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'a rappelé, ce n'est pas l'Union africaine en tant qu'institution qui s'est réunie en fin de semaine, mais c'est le président en exercice de l'Union africaine qui finit son mandat en fin janvier, le président Paul Kagame, que j'aime bien par rapport à son leadership sur le continent, également par rapport à son pays, mais sur le dossier congolais, je vais utiliser une expression devenue très populaire désormais, il est jugé parti, pour ne pas dire qu'il est un sachant, et donc par rapport à ça, il ne peut pas avoir toute la lucidité nécessaire pour traiter de la question de la RDC, parce que justement l'Est de la RDC est dans le trouble et il sait très bien ce qui s'y passe. Oui, James Biambak dit la Cour constitutionnelle a tenu à donner les résultats malgré les réserves de la communauté internationale, malgré les réserves des chefs d'État africains de l'Union africaine. Oui, la Cour pénale internationale, la Cour constitutionnelle congolaise n'est pas inféodée à la communauté internationale. Le Congo démocratique, la République démocratique du Congo n'est pas inféodée. C'est un pays souverain et qui peut proclamer ses résultats sans avoir à se soumettre à un quelconque dictat d'une quelconque communauté internationale. Ceci dit, il y a des problèmes qui sont issus de cette élection au Congo. Il y a des problèmes puisque moi j'étais de ceux qui ont pensé dès les premières heures que Félix Tshisekedi était effectivement le président élu. Des doutes sont survenus par la suite avec les développements que la CENCO a apportés, que d'autres observateurs ont pu faire voir.
Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le Congo est dans une situation où il a cette capacité de résister à toute forme de pression à l'international. Le Congo d'aujourd'hui, en tout cas, il y a des grandes puissances qui soutiennent la position de pouvoir en place, la position des institutions en place, c'est-à-dire de ne pas céder à des pressions extérieures et de continuer leur marche vers les résultats des élections. On peut estimer que Martin Fayulu a peut-être gagné dans la réalité et que c'est Étienne Tshisekedi que le pouvoir a été dévolu par le Joseph Kabila parce que lui-même n'a pas réussi à faire élire son successeur. Mais quand on revisite l'histoire de Tshisekedi, on doit quand même reconnaître que ce n'est pas facile non plus pour Joseph Kabila de transmettre le pouvoir à un Tshisekedi. Ce n'est pas facile non plus pour Joseph Kabila de transmettre le pouvoir à des adversaires politiques qui l'ont combattu pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, son candidat à lui arrive en troisième position, c'est vrai, et puis il est obligé de céder. Mais il faut noter également une chose, et peut-être est-ce là aussi le signe que Joseph Kabila a tiré les ficelles de bout en bout de cette affaire, c'est que le Parlement reste très largement sa chasse gardée et que ce sera de ce Parlement-là dont il tient les ficelles que proviendra le Premier ministre de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que Joseph Kabila reste au pouvoir et pour longtemps encore. Oui, on ne pourra malheureusement pas s'étendre sur cette actualité internationale. Nous avons nos réalités. La LEPI, aux mains de la CELA, est-ce suffisant pour dire que les inquiétudes sont dissipées? Mais je pense qu'à chaque élection, il y a toujours des inquiétudes que nous soulevons. Vous savez très bien que notre expérience démocratique est récente. Et à chaque fois, on parle des questions de moyens, des questions de logistique, tout cela. J'espère que cette fois-ci également, que toutes les institutions impliquées dans cette affaire d'organisation des élections législatives feront leur travail et que donc à partir de ce moment, personnellement, le génie béninois va triompher une fois encore. Je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport aux législatives de 2019, donc de quelques mois. C'est vrai qu'il faudra accélérer les choses parce que généralement, pour avoir quand même à un moment donné fait l'expérience en 2008 des municipales, je sais que si les moyens ne sont pas vite débloqués, du côté de la Sénat, il peut y avoir quelques couacs. James Bagidi. Je n'ai pas d'inquiétude non plus, c'est un nouveau pas rassurant vers les élections législatives dont la date est déjà connue, le chef d'État a déjà convoqué le corps électoral et tout. On n'a pas entendu la Sénat grincer des dents sous prétexte qu'il n'y a pas eu de l'argent. Le COS LEPI n'a pas non plus protesté. Donc les choses se passent dans l'ombre, se passent à l'ombre des micros et des caméras. Et quelques fois où on a de ces informations, on se rassure de ce que les élections législatives auront lieu. Maintenant, il revient aux acteurs politiques de bien se mettre en position parce que tout est fait pour que le prochain Parlement soit un Parlement profondément renouvelé. Oui, toujours par rapport aux législatives prochaines, on parle de liste unique au niveau de l'opposition, mais il se fait qu'au niveau de l'opposition, on se déchire. Le candidat Danaï qui en découle avec son principal partenaire. Et puis ce candidat Danaï qui est absent aux réunions, ce candidat Danaï qui, ajouté à l'USL, les deux sont absents aux réunions de l'opposition. Qu'est-ce que ça peut donner? Ah, mais vous savez déjà que la nouvelle charte des partis politiques amène une nouveauté dans l'atmosphère politique ou l'arène politique béninoise. Et donc, vous parlez de l'opposition. Du côté de la mouvance également, si le chef de l'État ne tape pas du poing sur la table, vous savez très bien qu'il y a des velléités d'indépendance et que donc le fait qu'il y ait à travers cette charte des partis politiques un regroupement forcé des acteurs, vous savez très bien, connaissant les acteurs politiques béninois, que cela change les habitudes et vous savez que l'homme est résistant au changement et donc ce qui se passe actuellement c'est prévisible. De toutes les manières, tout cela va de la vitalité de notre expérience démocratique. Nous ferons l'expérience et nous allons voir quel résultat tout cela va donner.
On parle de liste unique au niveau de l'opposition, alors que ne s'y retrouvent que les FCE et les SOGLO. Oui, bon, ce n'est pas encore définitif, hein. Des discussions peuvent continuer. C'est vrai que les mots qui ont été utilisés, qui ont été entendus, s'ils ont été vraiment utilisés, sont des mots durs de la part de Kandida Zanaï envers ses partenaires normalement. Il se fait que Kandida Zanaï et les membres de l'USL ne sont pas présents. Oui, ce n'est pas encore le signe qu'il n'y aura pas de liste unique, mais il se peut aussi que chacun d'eux décide de mettre en place sa propre liste, et cela va augurer du fait que des batailles pourront se mener, non pas seulement contre la mouvance au pouvoir actuellement, mais des batailles vont avoir lieu entre opposants, et c'est le citoyen béninois, celui qui détient la carte d'électeur, qui doit pouvoir trancher cette bataille. On ne pourra pas en dire plus. James William Baguidi, vous êtes journaliste, spécialiste de questions internationales. Vous intervenez à la télévision nationale, au RTV. Vous êtes journaliste à la rédaction de la télévision nationale. Soyez le bienvenu. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Avec vous sur ce plateau, Élisée Héribert Labelle-Adovi, journaliste, freelance, consultant, spécialiste de politique internationale. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui Avec vous beaucoup de remercie. plaisir, je vais vous recevoir sur ce plateau sous peu. Merci beaucoup. Ce sera avec un grand plaisir. Merci à vous deux. Portez-vous bien. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Portez-vous bien. Bye bye.